Imaginez que toute l'histoire de votre famille ne soit pas un simple album de famille, mais une épopée policière s'étendant sur 7 millions d'années. Qui fut ce premier être, presque humain? Et pourquoi, parmi des dizaines d'espèces prétendant au titre d'intelligence à travers la planète, sommes-nous les seuls survivants? Aujourd'hui, nous ouvrons Le chaînon manquant de Stanislav Drobichevski, un homme qui semble connaître personnellement tous les paléoanthropes de l'histoire. Oubliez les schémas bien ordonnés des atlas scolaires. La véritable évolution est un processus continu et chaotique, sans ponctuation, où parents et enfants se confondent presque, et où les grands changements s'opèrent sur des centaines de milliers de générations. Pour que la quantité se mue enfin en qualité, il a fallu des millions d'années de lutte, de catastrophes climatiques et de rencontres mortelles avec des prédateurs. La frontière entre singes encore et humains déjà accomplis est si floue que les scientifiques débattent encore avec acharnement pour savoir où tracer la ligne exacte. Mais c'est précisément dans cette incertitude que se cachent les histoires les plus fascinantes. Prenons l'exemple du Sahelanthropus, aussi appelé Toumaï. Sa tête est de la taille d'un poing, son cerveau est minuscule et son visage est le portrait craché d'un gorille. Mais regardez la base de son crâne, il tente déjà de tenir en équilibre sur 2 jambes, ou encore l'énigmatique Ororin, l'homme du millénaire. Ses bras puissants sont encore faits pour grimper aux branches, mais la structure de ses hanches affirme sans hésiter que cet homme fut le premier à descendre sur le sol. Nous avons l'habitude de chercher un unique chaînon manquant, mais en réalité, nous sommes confrontés à une chaîne infinie de chaînons manquants. Voici l'histoire de ceux qui ont survécu et de ceux qui sont restés à jamais prisonniers d'une impasse évolutive. Êtes-vous prêt à découvrir toute la vérité sur vos arrière-arrière-grands-pères qui ressemblaient davantage à des personnages de contes de fées qu'à vous et moi? Alors accrochez-vous. Nous voyageons dans l'Afrique ancienne, à une époque où l'esprit humain n'était qu'une expérience risquée menée par la nature. Voici notre premier ancêtre véritablement énigmatique, Ardipithecus kadaba. Imaginez, il y a 5,5 millions d'années, cet animal tentait déjà de se tenir en équilibre sur 2 pattes, même si ses canines ressemblaient encore à des lames de chimpanzé. Mais ce n'était que le début du plus grand succès de l'anthropologie. Ardipithecus ramidus a véritablement bouleversé le monde scientifique. Les scientifiques l'ont découverte dans les années 1990, mais ont gardé le secret pendant 16 ans. Pourquoi un tel silence? Parce qu'Hardy s'est révélé être un véritable cauchemar pour ceux qui croient en une évolution simple et linéaire. Mesurant à peine plus d'1 mètre et pesant le poids d'un gros chien, elle avait un visage de singe et un cerveau de la taille d'une pomme. Mais son bassin et ses pieds indiquaient clairement qu'elle maîtrisait déjà la bipédie. Et pourtant, elle possédait encore un énorme orteil préhensile. Imaginez une créature capable de grimper aux branches et de traverser la savane poussiéreuse avec la même agilité. Une question légitime se pose. Pourquoi avons-nous conservé nos mains? Pourquoi ne sommes-nous pas devenus comme les kangourous ou les autruches? 3 choses nous ont sauvés, la peur, la cupidité et l'amour. Nous avions besoin de nos mains pour repousser les hyènes, attraper plus de nourriture et surtout serrer nos petits contre nous. Sans ces sens aiguisés, nous n'aurions tout simplement pas survécu. Puis après Hardy, apparaît Anamensis, un marcheur presque assuré dont les ossements portent encore d'étranges traces. Il lui arrivait parfois de se remettre soudainement à 4 pattes. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire aride d'ossements, c'est le récit de la façon dont la nature, par tâtonnement, nous a façonnés de primates sauvages en vous et moi. Et croyez-moi, cette expérience devient encore plus risquée. Accrochez-vous, nous commençons à peine à comprendre qui nous sommes vraiment. Imaginez une créature d'à peine plus d'1 mètre de haut. Vue de dessus, elle ressemble à un singe typique au cerveau minuscule, mais du bassin jusqu'aux pieds, elle est presque humaine. Un bassin large, des jambes droites
et des pieds prêts pour un long voyage. C'est comme si la nature s'amusait avec un jeu de construction déjanté, essayant de créer quelque chose de totalement inédit à partir d'un primate sauvage. Mais ne croyez pas que le chemin qui nous a menés à nous ait été linéaire. L'histoire de l'évolution est une véritable enquête, parsemée de fausses pistes. Dans les années 1980, des scientifiques annoncèrent une découverte sensationnelle. La clavicule du plus ancien ancêtre de l'homme avait été retrouvée. Et que s'est-il passé? Après 3 ans d'analyse minutieuse, on découvrit qu'il s'agissait d'une côte de dauphin. Embarrassant, assurément. Mais c'est précisément là la force de la science. Elle n'a pas peur d'admettre ses erreurs, de distinguer les dauphins des hominidés afin de bâtir des fondements solides qui ne s'effondreront pas sous le poids de nouvelles preuves. Le véritable suspense a commencé lorsque Raymond Dart a révélé au monde l'existence du bébé Tang. Elle était le chaînon manquant qu'il recherchait depuis des décennies. Puis, la légendaire Lucy et sa première famille sont apparues. Le destin de ce groupe fut tragique. 17 personnes, des bébés aux aînés, furent emportés par une crue soudaine dans un ravin. Ce fut la fin pour eux. Mais pour nous, c'est une occasion unique d'entrevoir leur vie des millions d'années plus tard. En Tanzanie, nous avons découvert un vestige encore plus magnifique, des empreintes de pas figées dans les cendres volcaniques. Il y a 3,5 millions d'années, au milieu du grondement d'une éruption, une famille d'australopithèques a traversé la boue humide. On peut presque distinguer leur démarche. Ils trottinaient légèrement et leurs orteils étaient étrangement recourbés vers l'intérieur, mais ils marchaient d'un pas assuré et droit, le regard tourné vers l'horizon. Il y avait aussi des géants parmi eux. Si Lucy paraissait minuscule, son parent Kadanumu mesurait près d'1,80 m, un véritable atlas de la savane. Mais le secret de leur survie résidait dans leurs dents. Leurs crocs avaient rétréci, l'agressivité au sein du groupe cédant la place à l'entraide. Ils avaient troqué leurs crocs contre des pierres et des bâtons. L'enjeu de cette expérience devenait de plus en plus important et l'épreuve la plus difficile les attendait, devenir pleinement humains. Mais que leur apportait réellement cette liberté de mouvement? Bien plus que la simple capacité de saisir un bâton, c'est ici, dans la poussière de la savane, que naquit ce qui nous rend humains, des gestes complexes, des expressions faciales vivantes et les premières étincelles du langage. La marche debout leur avait détaché les mains, et bien qu'ils n'eussent pas encore forgé d'épée, ils étaient déjà passés maîtres dans l'art de l'improvisation. Et c'est là que commence la véritable enquête anthropologique. Des ossements d'animaux anciens portant d'étranges griffures ont été découverts en Éthiopie. Cette découverte date de 3,5 millions d'années. S'agit-il des marques du premier couteau de pierre ou simplement de marques de dents de crocodile? Les scientifiques débattent sans relâche. Mais si ces ossements sont l'œuvre d'Australopithèques, alors le premier exploit de l'histoire du travail humain a eu lieu 1 million d'années plus tôt que ce que l'on imagine habituellement. Le plus frappant, c'est leur conception biologique. L'évolution s'est faite exclusivement de bas en haut. Vu d'en bas, on nous ressemble presque. Des jambes et un bassin parfait, une démarche assurée. Mais en regardant plus haut, la magie disparaît. Des omoplates de gorilles, de longs bras pour grimper et un cerveau à peine plus gros qu'une orange. Nous sommes devenus plus humains progressivement à partir de la terre-mère. Mais ne croyez pas que le chemin vers l'humanité ait été une ligne droite. Ce fut un véritable chaos d'espèces. Un Kenyanthropus au visage plat parcourait le Kenya, tandis qu'en Afrique du Sud, des archéologues passaient des décennies à dégager, à l'aide d'aiguilles, le squelette de petits pieds d'une roche dense. Imaginez des dizaines de groupes différents goûtant simultanément à la vie, commettant des erreurs et disparaissant à jamais. Et quelque part, parmi cette foule de créatures qui marchèrent déjà comme des humains, mais percevaient encore le monde à travers des yeux de singe, se cachait notre ancêtre direct. Qui exactement? La réponse est encore enfouie sous la poussière brûlante d'Afrique.
jetez un œil aux découvertes des grottes de Jakovets. Elles constituent une véritable énigme anatomique, des fronts extrêmement étroits et des cols fémoraux anormalement longs. C'est comme si la nature avait expérimenté avec des modèles, créant des créatures qui percevaient le monde d'une manière totalement différente. Les recherches montrent que leurs oreilles étaient accordées aux hautes fréquences. Elles détectaient des sons qui resteront à jamais inaudibles pour nous, mais le plus étonnant se cachait dans leur alimentation. Tandis que certains groupes se contentaient de mâcher des feuilles, d'autres entreprenaient de véritables voyages gastronomiques à travers la savane, passant sans effort de l'herbe à la viande. Savez-vous quelle est la véritable ironie? Dans cette capacité d'adaptation, ils surpassaient même ceux que nous considérons officiellement comme nos ancêtres directs. Mais parmi cette foule, un esthète se distinguait. Imaginez, il y a 3 millions d'années, quelqu'un trouve dans la poussière un caillou rouge qui ressemble étrangement à un visage et le traîne sur 32 kilomètres. Sans sac ni poche, il le porte toute la journée, simplement parce qu'il est beau. Peut-être sommes-nous face au premier visage souriant de l'histoire, à la plus ancienne lueur de conscience aspirant à plus que la simple survie. Et puis entrent en scène les casse-noisettes, d'immenses paranthropes. Ces créatures ont opté pour la force brute. Mâchoires gigantesques, crêtes osseuses sur le crâne et dents de la taille de pièces de monnaie. Leurs têtes étaient de véritables broyeurs de pierre vivants, capables de réduire en miettes les carex les plus coriaces. Pendant ce temps, leurs cousins d'Afrique de l'Est s'adonnaient déjà au massacre des antilopes avec les premiers couteaux de pierre. 2 groupes se sont lancés dans une course effrénée vers la ligne d'arrivée, baptisée Humanité. Les uns misaient sur une morsure puissante, les autres sur une intelligence vive. Et bien que les casse-noisettes aient survécu sur la planète pendant plus d'1 million d'années, leur destin était inéluctable. Lorsque le changement climatique a frappé l'Afrique, la capacité de penser s'est avérée plus précieuse que celle de mâcher. Nous sommes les vainqueurs de cette course, mais les ombres des perdants rôdent encore dans la poussière brûlante, attendant que nous les débusquions. Imaginez une enquête policière, ou des milliers d'indices, mais pas un seul cadavre. Des montagnes de dents de Paranthropus ont été découvertes en Afrique, mais où sont leurs squelettes? La réponse est terrifiante. Ils constituaient le plat principal du menu de la savane. En réalité, les lions ne laissent pas d'ossements bien nets, comme dans les dessins animés, et les hyènes réduisent tout ce qui leur tombe sous la main en poussière. La seule chance pour un paléontologue réside dans un crocodile négligent, jetant ses restes dans la boue profonde, hors de portée des charognards. Puis, en 2013, un miracle s'est produit à Olduvai, la découverte OH80. Le commun des mortels n'aurait vu qu'une poignée de fragments d'os, mais pour la science, c'était une véritable aubaine. Ces fragments ont enfin prouvé que les casse-noisettes étaient massifs, et pas seulement au niveau de leur mâchoire. L'épaisseur de leurs os constitue un record absolu parmi tous les hominidés de cette époque. On a sous les yeux l'image d'un athlète aux biceps puissants, taillé pour l'escalade, aux bras simiesques, mais aux jambes presque humaines. Un véritable colosse du Pléistocène. Mais pourquoi ces anciens surhommes ont-ils perdu? Tandis que Paranthropus développait sa force, nos ancêtres, les premiers homos, misaient sur l'intelligence. On retrouve des traces de cette rivalité partout. Voici le crâne d'un bébé tang portant des marques de griffes d'aigle, et voici des têtes transpercées par les crocs d'un léopard. Pendant des millions d'années, nous n'étions que des proies. Mais il y a 2 millions d'années, les règles du jeu ont changé. Les humains ont ramassé des pierres et ont été les premiers à s'attaquer à leur proie, défiant ainsi les lions eux-mêmes. La force n'a pas sauvé les paranthropes. Tandis qu'ils rongeaient obstinément les racines coriaces, le monde autour d'eux devenait plus aride et plus hostile. Les casse-noix ont disparu, laissant leurs ossements dans la poussière brûlante comme un rappel perpétuel, dans la grande course pour la survie,
L'esprit le plus vif l'emporte toujours sur la morsure la plus puissante. Nous sommes les vainqueurs, mais l'ombre des vaincus nous poursuit. Croyez-vous que nos seuls ennemis à l'époque étaient les tigres à dents de sabre? Détrompez-vous, voici Crocodilus anthropophagus, littéralement le crocodile mangeur d'hommes. Ce monstre était doté de cornes et d'un appétit terrifiant pour la chair de nos ancêtres. Les restes d'un malheureux spécimen ont été découverts dans les gorges d'Olduvai, littéralement déchiquetés. Un léopard lui avait saisi la tête et cette bête cornue lui tirait sur la jambe gauche. Un véritable film d'horreur inspiré de faits réels, des millions d'années avant le cinéma. Mais tandis que certains finissaient en repas, d'autres redéfinissaient les règles du jeu. Il existe une lacune dans notre histoire, 1 million d'années mystérieuses où l'Australopithèque s'est péniblement transformé en humanité. Durant cette période, chaque dent découverte valait son pesant d'or. Prenons l'exemple de la Dame de Lady Guerrero, un fragment de mâchoire antérieure à presque tous les homos connus. Qui est-elle? Le singe le plus évolué ou la première véritable dame de notre genre? La frontière est si floue que les anthropologues débattent encore de l'endroit où s'arrête l'animal et où commence l'homme. La véritable révolution ne s'est pas produite au niveau des muscles, mais du cerveau. Prenons l'exemple du célèbre crâne de 1470. Son cerveau a connu un développement incroyable, atteignant soudainement 753 et surtout, la crête osseuse au sommet de son crâne a disparu à jamais. Nous avons officiellement troqué une mâchoire puissante contre une capacité de traitement performante, mais ce choix a eu un coût élevé. Sans la protection de puissants muscles masticateurs, notre crâne s'est aminci. La tempe est devenue la zone la plus vulnérable, tel est le prix à payer pour l'intelligence. De ce fait, la nourriture d'hier est devenue le pire cauchemar de la planète. L'Homo sapiens n'a plus craint la peur. Il a chassé les ours géants des cavernes et éradiqué les lions de la carte d'Europe. Nous sommes devenus des super compétiteurs, dominant toute la biosphère. Mais voici l'ironie. Après avoir vaincu tous les prédateurs, nous nous sommes retrouvés seuls face à notre ennemi le plus redoutable, nous-mêmes. Serons-nous capables de maîtriser notre pouvoir destructeur ou notre avenir intelligent n'est-il qu'un bref éclair avant l'oubli éternel? Nous le saurons bientôt. Mais comment, précisément, la nourriture d'hier est-elle devenue dominante sur la planète? Le chemin vers cette domination n'a pas été linéaire. Il s'agit d'une enquête complexe, s'étalant sur des millions d'années. Depuis des décennies, les scientifiques recherchent ce chaînon manquant, ce modèle de transition entre le singe et l'homme. Ironie du sort, notre compréhension de l'histoire dépend non seulement de la logique de l'évolution, mais aussi du hasard qui règne chez les paléontologues et même du contexte politique en Afrique. Au cœur de cette intrigue se trouve l'énigmatique Homo rudolfensis. Longtemps resté un fantôme, un spécimen unique, un crâne portant le numéro 1470, il ne correspondait à aucun modèle. Son visage était trop plat, son cerveau trop volumineux pour l'époque. Les anthropologues ont débattu sans relâche. S'agissait-il simplement d'un homme de grande taille ou d'une branche distincte de l'humanité? Et alors que le débat semblait clos, Rudolfensis a refait surface. De nouvelles découvertes au Kenya, révélant des mâchoires étrangement rectangulaires, ont tout bouleversé. C'était une époque de grandes expérimentations biologiques. Imaginez, des créatures parcourant la savane, utilisant déjà des outils en pierre et, tenez-vous bien, se brossant les dents avec des cure-dents. Nous avons découvert des rainures distinctives dans leur émail. Il y a 2 millions d'années, notre ancêtre était assis au bord d'une grotte, se curant les dents après le dîner, ignorant qu'il était à l'origine de l'empire le plus destructeur de l'histoire de la Terre. Le paradoxe, c'est que nous connaissons mieux nos ancêtres simiesques que ceux qui ont porté le nom d'humains. Les frontières entre les espèces s'estompent, se transformant en un brouillard
où habilis et rudolfensis se côtoient dans un même creuset évolutif. Étions-nous une seule et même famille ou des projets de survie concurrents? La réponse se cache dans la poussière brûlante de l'Afrique de l'Est. Et croyez-moi, ce que nous découvrirons demain pourrait bien changer à jamais notre regard sur nous-mêmes. Passons à autre chose. Imaginez, il y a près de 2 millions d'années, arpentant la savane africaine, ce n'était pas un singe voûté, mais un véritable athlète, mesurant près d'1,80 m. Il s'agit d'Homo rudolfensis. Son bassin était déjà presque semblable au nôtre, et sa mâchoire identique à celle de ses cousins découverts à des milliers de kilomètres de là, en Géorgie. Mais c'est là que commence le véritable mystère de l'évolution. Qui est-il? Notre ancêtre direct ou un projet ambitieux, mais raté, de la nature? Tandis que les anthropologues se livrent à des débats enflammés, dignes de combats de gladiateurs, les chiffres sont véritablement stupéfiants. Les dernières reconstructions informatiques révèlent que le volume cérébral des premiers homos aurait pu atteindre 800 cm3. C'est 1,5 fois plus qu'on ne le pensait. Une véritable explosion cognitive. Mais cette intelligence était-elle la clé de la survie ou simplement le fruit d'une mutation aléatoire? Prenons l'exemple d'Homo habilis, l'homme habile. Certains scientifiques le considèrent comme une impasse évolutive, mais c'est pourtant cette perdant qui a initié la première révolution scientifique et technologique de l'histoire de la Terre. Un exemple frappant, un immense éléphant préhistorique s'enlise dans de l'argile collante. Les Homo habilis n'attendent pas que le géant meure. Ils déploient leur premier outil, des hachoirs tranchants, et d'épaissent la carcasse en quelques heures. Il ne s'agit pas simplement de pierre, c'est le premier brevet mondial de domination. Mais la découverte la plus incroyable des archéologues se trouve à Olduvai, un mystérieux cercle de pierres basaltiques. Savez-vous de quoi il s'agit? Des fondations originelles. Il y a 1 750 000 ans, des êtres humains construisaient déjà des habitations, se protégeant du chaos sauvage par des murs. Tandis que certaines espèces privilégiaient la force, nos ancêtres ont choisi la voie du savoir. Ceux qui ont refusé d'apprendre à tailler les pierres ont disparu dans l'oubli, et ceux qui ont réalisé la percée acheuléenne nous ont légué l'avenir. Mais de qui coule réellement le sang? Le mystère s'épaissit. Passons à la suite. Alors, de qui coule le sang? Tandis que certains s'accrochaient au bon vieux pavé, d'autres ont inauguré une véritable révolution technologique. Oubliez les cailloux informes d'Olduvai. Voici l'Acheléen, un véritable iPhone du Paléolithique. Imaginez, il y a 1,5 million d'années, une mise à jour mondiale disséminée à travers la savane. Au lieu de fragments tordus, on trouvait des bifaces parfaitement symétriques, tranchants, lourds et incroyablement efficaces. Ce n'était pas de simples pierres, c'était le premier manifeste historique du triomphe de la raison sur les circonstances. Les données en provenance d'Éthiopie et du Kenya sont stupéfiantes. Le progrès n'a pas progressé à pas de tortue, il a explosé. Les nouvelles technologies ont conquis le monde du jour au lendemain. Les espèces conservatrices rongeaient lentement les racines de l'histoire, tandis que les innovateurs, Homo ergaster, sculptaient littéralement notre avenir dans la pierre. Mais voilà que des anthropologues ont mis au jour un mystère qui suscite encore aujourd'hui de vifs débats parmi les scientifiques. Observez le crâne Pearl 805. On le surnomme mystérieux. Il possède la mâchoire puissante d'un animal, mais son cerveau et ses dents sont presque semblables aux nôtres. De quoi s'agit-il? D'une anomalie génétique ou du tout premier hybride d'espèces totalement différentes? À côté, on a découvert un microcrâne avec un cerveau minuscule, mais un visage d'humain moderne. C'est comme si l'évolution s'amusait avec un jeu de Lego déjanté, en mélangeant les pièces dans un ordre des plus bizarres. Mais le véritable choc attendait les scientifiques dans la grotte de Malapa. Ils y découvrirent Sediba, une créature énigmatique.
Ses bras conservent la sensation des branches d'arbres, mais sa main est déjà conçue pour les travaux de précision. Sa colonne vertébrale est presque semblable à la vôtre, et sa cage thoracique à celle d'un gorille. Cela signifie une chose, la patrie de l'humanité n'est pas un point sur une carte, mais un vaste creuset bouillonnant. Nous sommes le fruit d'une grande expérience où seuls les plus adaptables ont survécu. Mais êtes-vous prêt à percer le secret de sa démarche? Poursuivons. Imaginez Sédiba traversant la savane, mais sa démarche n'a rien d'athlétique. Son pied est tourné vers l'intérieur et il prend appui sur le bord extérieur. Pied-botte? Non, c'est une expérience unique de la nature. Son bassin est presque de taille humaine, mais trop large, ce qui rend sa démarche maladroite et lourde. Nous avons devant nous un prototype vivant que l'évolution n'a pas encore perfectionné. Cette créature est une véritable énigme. Ses pattes sont faites pour la terre ferme, tandis que ses bras conservent la mémoire des arbres. Mais l'Afrique du Sud recèle des secrets encore plus sombres. Un crâne portant des traces d'outils de pierre a été découvert à Sterkfontein. Quelqu'un avait méthodiquement arraché la chair du visage d'un membre de sa tribu. Imaginez un peu, le cannibalisme et la part d'ombre de notre nature existaient déjà avant même que nous ne devenions pleinement humains. Mais le véritable mystère commençait dans la grotte de l'étoile montante. Pour atteindre ses profondeurs, il fallait emprunter le chemin de Superman, un passage étroit où toute personne un peu plus grande qu'un adolescent se serait retrouvée piégée. Dans cette chambre mortuaire, les scientifiques ont découvert 1500 ossements. 15 corps d'Homo naledi, littéralement entassés dans l'obscurité la plus totale. Comment sont-ils arrivés là? On ne trouve aucune trace de prédateurs ni d'eau courante dans la grotte. Ces créatures à l'esprit si limité ont-elles délibérément traîné leur mort à travers les griffes mortelles des rochers? Si tel est le cas, alors des rituels et peut-être une croyance en quelque chose de plus grand sont nés dans une tête à peine plus grosse qu'une orange. Les Naledi sont bien plus qu'une simple espèce. Ils remettent en question notre conception de l'exceptionnalisme. Ils nous possédaient, mais leur esprit est resté figé à la frontière entre l'homme et la bête. Cela anéantit tout ce que nous pensions savoir sur le progrès. Mais êtes-vous prêts à découvrir ce qui les a poussés à descendre dans cet enfer de pierre? Poursuivons. Imaginez un visage encore caché par un épais voile du temps. Homo naledi n'avait pas les traits auxquels nous sommes habitués, mais ses mâchoires proéminentes lui donnaient l'apparence d'un primate sauvage. Pourtant, si vous regardez à l'intérieur de sa bouche, vous serez stupéfait. Ses dents sont minuscules, presque comme celles de l'homme moderne. C'est incroyable. Personne ne s'attendait à trouver des créatures aux dents si petites à cette époque. Cela défie toute logique. Pourquoi auraient-ils eu besoin de nos dents alors que leur cerveau était de la taille d'une orange? Mais d'autres mystères restent à découvrir. Observez leurs mains. Elles constituent une véritable énigme anatomique. D'un côté, un pouce et un poignet puissants, parfaitement adaptés au travail manuel. Ils auraient pu fabriquer des outils, mais le reste des doigts est plus courbé que ceux des orang-outans. Pourquoi une créature aux mains si industrieuse aurait-elle besoin des compétences d'un grimpeur d'arbres professionnel? Ils vivaient manifestement dans deux mondes à la fois, celui de la forge et celui des branches. Leurs pieds étaient pratiquement indiscernables des vôtres. Les Naledi arpentaient la savane d'un pas assuré, mais leurs hanches et leurs épaules trahissaient encore un passé primitif. Alors, que sont-ils vraiment? Nos ancêtres directs ou une impasse évolutive qui s'est contentée de copier les rituels de leurs cousins plus intelligents? Tandis que les Naledi dissimulaient leur mort dans d'étroites crevasses, d'autres hominidés osèrent l'impossible. Il y a environ 2 millions d'années, le grand exode hors d'Afrique commença. Mais n'attendez rien de grandiose. Ce n'était pas une expédition de découverte. Les hommes préhistoriques suivirent simplement des troupeaux d'antilopes, ignorant qu'ils franchissaient des frontières continentales.
Ils voulaient simplement se nourrir. Et ce chemin les mena à Dmanisi, dans l'actuelle Géorgie. Là, les vestiges de ceux qui furent les premiers à risquer de quitter leur foyer nous attendent. Mais qui étaient ces âmes courageuses et comment survécurent-elles dans ce monde étranger? Vous le découvrirez. Imaginez un appartement exigu au bout du monde où le temps semble s'être arrêté. C'est ici, à Dmanisi, que des archéologues ont fait une découverte digne d'un roman policier. 5 corps au même endroit. Un adolescent, une jeune femme, un athlète de haut niveau et un vieil homme complètement édenté. Premier indice, comment cet homme a-t-il pu survivre dans un monde où il faut déchirer la viande coriace avec les dents? De toute évidence, quelqu'un tenait à lui. Mais le véritable choc est survenu lorsque les scientifiques ont exhumé le 5e crâne. Franchement, c'est un cauchemar ambulant. Imaginez, un visage gigantesque, des mâchoires dignes d'un Terminator et un cerveau minuscule de seulement 540 cm3, un volume comparable à celui d'un australopithèque. À le voir, on se demande, est-ce vraiment humain? Les anthropologues se disputent depuis des décennies pour déterminer s'il s'agit d'une nouvelle espèce, Homo georgicus, ou simplement d'un ancêtre extrêmement robuste. Dmanisi a bouleversé les idées reçues en démontrant que des individus présentant des différences physiques plus importantes que les races modernes pouvaient coexister au sein d'une même population. C'était une mosaïque fascinante de l'évolution. Mais pourquoi n'étaient-ils pas des paranthropes? Parce que, malgré leur apparence terrifiante, leur visage avait déjà un profil humain et leurs dents étaient plutôt bien dessinées. Et surtout, leur comportement. Ce vieil homme édenté était la clé de tout. Pour éviter qu'il ne meure de faim, quelqu'un d'autre devait mâcher sa nourriture ou lui préparer une bouillie onctueuse. Il y a des millions d'années, au milieu des rochers et des prédateurs, ces créatures au visage monstrueux connaissaient déjà la compassion. Elles ne se contentaient pas de chasser des troupeaux d'antilopes, elles protégeaient les plus faibles. Il s'avère que l'humanité n'a pas commencé par la taille du crâne, mais par un cœur généreux. Ces pionniers, malgré eux, ont prouvé, pour survivre dans un monde étranger, il ne suffit pas d'avoir des rochers acérés, il faut rester humain. Mais quels autres secrets recèle la terre géorgienne, et pourquoi ces squelettes continuent-ils de fasciner les scientifiques? Vous allez tout comprendre maintenant. Le peuple Dmanisi n'était que le point de départ. La véritable explosion évolutive s'est produite il y a 1,5 million d'années avec l'émergence d'Homo ergaster, l'homme travailleur. Imaginez un athlète, grand, mince, avec de longues jambes. Tel était le célèbre garçon de Turkana. À 12 ans, il mesurait déjà près de 160 cm. Il fut le premier véritable coureur de la savane, dont les proportions corporelles sont presque indiscernables des nôtres. Mais ce bond en avant physique eut un prix élevé. Des archéologues ont découvert le squelette d'une femme de cette époque, ses os littéralement défigurés par d'horribles excroissances. Savez-vous comment elle les a eus? Une surdose de vitamine A. Soit elle se nourrissait fanatiquement de foie de prédateurs, soit, et c'est bien plus probable, elle pillait des nids d'abeilles sauvages par tonnes, consommant les larves avec le miel. C'était un régime dangereux, provoquant des douleurs atroces, la chute des cheveux et un décollement de la peau. Mais c'est précisément cette bombe calorique qui a alimenté le développement de notre arme la plus précieuse, le cerveau. Et maintenant, l'atout maître, le feu. Dans les strates africaines de cette époque, on trouve non seulement des cendres, mais de véritables foyers tapissés de pierre. Des températures de 400 degrés. Il ne s'agissait pas d'un feu de forêt accidentel, mais d'un choix délibéré. Le feu a tout changé. La viande rôtie est devenue plus tendre, les dents et les mâchoires ont commencé à rétrécir, libérant littéralement de l'espace dans le crâne pour un intellect en développement. L'évolution n'est pas un escalier bien ordonné, mais un kaléidoscope foisonnant. Les scientifiques débattent encore des liens de parenté entre les espèces, attribuant des dizaines de noms à chacune.
Une chose est sûre, il y a 1,5 million d'années, nos ancêtres ont cessé d'être de simples singes intelligents. Ils ont appris à apprivoiser les éléments, à endurer la douleur pour survivre et à contempler le ciel nocturne, pour la première fois, réchauffé par un feu. C'était un chemin irréversible. Mais où cela a-t-il mené les premiers colons d'Europe? Nous y reviendrons. Alors, où ont fini par atterrir les premiers colons européens, dans un monde où les scientifiques modernes se déchirent encore? Certains, les séparateurs, proposent des dizaines de noms: Habilis, Rudolfensis, Ergaster. D'autres, les unificateurs, se contentent de secouer la tête. Et, les gars, vous n'avez jamais pensé qu'il s'agissait simplement de grands mâles et de petites femelles d'une même tribu? Imaginez si, dans 1 million d'années, des archéologues découvraient les squelettes d'un basketteur professionnel et d'une gymnaste frêle. Concluraient-ils eux aussi qu'il s'agissait d'espèces différentes? Mais le plus fascinant réside dans ce million d'années mystérieux. C'est à ce moment-là qu'apparaît Homo erectus, l'homme bipède. Il a l'allure d'un homme de main né, front plat, mâchoire puissante et arcades sourcilières saillantes. Pourquoi ses ancêtres avaient-ils besoin d'une telle finesse et d'une telle robustesse? Une hypothèse audacieuse circule. Les Homo erectus étaient des adeptes du Fight Club préhistorique. Leur crâne atteignait jusqu'à 2 cm d'épaisseur, soit 5 fois plus que le nôtre. Les chercheurs sont convaincus qu'il s'agissait d'une sélection naturelle rigoureuse favorisant des fronts plus épais, conçus pour survivre à d'innombrables bagarres. Leurs os sont évolués comme des casques intégrés les protégeant des coups de pierre et de massue. Voici un véritable thriller scientifique. Espagne, ville d'Ors. Un événement sensationnel, un fragment de crâne d'enfant préhistorique a été découvert. Les scientifiques se préparent déjà à recevoir des médailles jusqu'à ce qu'un sceptique examine la trouvaille de plus près. Les sutures sont anormales, les crêtes osseuses étranges. Et là, le verdict est sans appel. Il ne s'agit pas d'un être humain. C'est un poulain de 3 mois? La grande bataille pour la paternité de l'âne est engagée. Certains laboratoires trouvent des protéines humaines dans les os, tandis que d'autres y voient l'anatomie d'un ongulé. Qui croire dans cette confusion? Et qui étaient vraiment ces âmes courageuses qui ont osé troquer le soleil africain contre le brouillard européen? Les réponses à ces questions bouleversent tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes. Imaginez, des scientifiques passent des décennies à se disputer pour savoir à qui appartient le crâne qu'ils examinent, jusqu'à ce que l'un d'eux s'exclame « Mais c'est un poulain ?» Ce n'était pourtant que le début d'une grande guerre paléontologique. Tandis que certains voyaient des traces d'hominidés dans les ossements de Venta mycena, d'autres y décelaient des protéines de cheval et de bison. Analyse fractale, radiographie, joutes verbales acharnées dans les revues scientifiques. La renommée mondiale était en jeu, et la frénésie était à son comble. Les scientifiques se disputaient littéralement chaque millimètre d'os, cherchant à prouver s'agissait-il d'un humain ou du repas d'une hyène. À Barranco León, la situation devint encore plus absurde. On y annonça solennellement la découverte de la plus ancienne dent européenne. Mais à y regarder de plus près, la fameuse dent se révéla être une dent de lait d'un hippopotame préhistorique. Les Espagnols ne se découragèrent pas et finirent par trouver une authentique dent humaine, énorme, presque comme celle du monstrueux Paranthropus. Et dans la grotte de Cueva Victoria, après des années de débats, la phalange du petit doigt humain se révéla être celle d'un grand Gelada. Erreur due à l'inexpérience ou volonté farouche d'entrer dans l'histoire à tout prix? Mais ne désespérez pas trop vite. Les véritables fantômes du passé ont laissé leurs traces, au sens propre. À Hillsborough, en Angleterre, la mer a érodé le rivage, révélant de la boue gelée portant les empreintes d'une famille entière qui a vécu ici il y a 1 million d'années. Ils furent les premiers habitants des régions les plus septentrionales de l'histoire. Et l'Espagne? En Grande Dolina, des archéologues
on fait une découverte macabre datant de l'âge de pierre. Des dizaines d'ossements humains gisaient mêlés à des restes de chevaux et de cerfs. Mais un autre détail est terrifiant. Des marques nettes de couteaux de pierre ont été relevées sur les os. Ces personnes ne sont pas simplement mortes, elles ont servi de festin à leurs semblables. S'agissait-il de cannibalisme pour survivre ou d'un rituel macabre pour libérer l'âme? La réponse se cache dans les couches de terre que nous commençons à peine à explorer. Et croyez-moi, les prochaines découvertes pourraient bouleverser le cours de l'histoire humaine. Qui sait quels autres secrets recèlent les profondeurs de l'Europe antique? Il ne nous reste plus qu'à attendre et à creuser toujours plus profondément. Tandis que la vieille Europe dissimule ses rituels macabres, à l'autre bout du monde, en Chine, une véritable bataille fait rage pour le titre de berceau de l'humanité. Depuis des décennies, des scientifiques locaux tentent de prouver que les premiers humains ont marché sur leurs deux pieds ici même, dans l'Empire du Milieu. Et ils disposent d'un atout de taille, le mystérieux crâne de l'Antillon. Initialement, on pensait qu'il avait 1 million d'années, mais de nouvelles données sont stupéfiantes, 1,6 million. Si cela s'avère exact, alors l'histoire de nos migrations ancestrales est remise en question. Nous avons peuplé l'Asie bien plus tôt que nous ne l'imaginions. Mais qui étaient ces pionniers? Les scientifiques débattent encore de leurs noms: Erectus, Ergaster, Heidelbergensis. À Java, des mâchoires d'une taille si monstrueuse ont été découvertes que l'on a sérieusement envisagé l'existence d'une race de géants, les mégatrones. Il s'avère qu'il ne s'agissait pas de géants, mais simplement d'une caractéristique particulière de l'époque, des dents massives et un cerveau plutôt modeste. Mais ne les qualifions pas trop vite de sauvages stupides. Imaginez, il y a un demi-million d'années, un artisan préhistorique prit une dent de requin et y gratta un zigzag régulier. Ce n'est pas un simple gribouillage, mais peut-être la première œuvre d'art de l'histoire de l'humanité. Alors que leurs contemporains, ailleurs dans le monde, apprenaient à peine à sculpter la pierre, ces génies insulaires créaient déjà des symboles. Il est vrai que l'indice principal de cette époque s'est transformé en une véritable énigme. Une collection inestimable de crânes de Sinanthropus a disparu sans laisser de traces dans les flammes de la Seconde Guerre mondiale. Les boîtes d'ossements se sont tout simplement volatilisées dans le chaos de l'évacuation. Où sont-elles à présent? Au fond de l'océan ou dans un coffre-fort secret? Nul ne le sait. L'histoire de notre espèce est parsemée de telles lacunes et absurdités. Songez-y. Le découvreur du Pithecanthropus aurait tout simplement oublié son sac contenant le chaînon manquant dans un restaurant parisien. Nous reconstituons notre passé au gré du hasard, et qui sait quel artefact découvert demain nous fera oublier tout ce que nous pensions savoir de nous-mêmes hier. Imaginez un mur invisible coupant le monde en deux il y a 1,5 million d'années. C'est la ligne de Mobius. À l'ouest, on trouve des bifaces parfaitement symétriques. À l'est, des amas de pierres noueuses. Pourquoi? Nos ancêtres asiatiques étaient-ils moins intelligents? Spoiler, ils ont probablement juste eu la malchance de ne pas trouver les bons matériaux. Mais voici ce qui est vraiment stupéfiant. Cette technologie est restée inchangée pendant des centaines de milliers d'années. Imaginez si l'humanité avait utilisé le même modèle de téléphone pendant 1 million d'années. C'était un monde d'une stabilité absolue. Mais nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg. Au microscope, on trouve des traces de bois sur les pierres. Cela signifie qu'ils avaient des lances, des bols, des bâtiments, tout un monde qui a simplement disparu, nous laissant dans l'ignorance. Et à quoi ressemblaient-ils vraiment? Nous avons l'habitude de les imaginer comme des super-héros sauvages, mais leurs ossements disent le contraire. L'homme d'Heidelberg, en Rhodésie, souffrait de terribles caries dentaires et d'une infection de l'oreille. Il était presque sourd et vivait dans la douleur constante. Un autre malheureux, à Java, mourut littéralement d'empoisonnement aux cendres volcaniques. Mais ils ne se laissèrent pas abattre. Même dans cet état,
ils se brossaient les dents avec des baguettes et continuaient d'avancer. C'est dans cette lutte acharnée quelque part dans l'Afrique poussiéreuse que la nature entreprit son expérience la plus audacieuse. Le cerveau se développa, les traits s'adoucirent, et une forme très familière commença à se dessiner derrière les arcades sourcilières abruptes. Nous les appelons sapiens archaïques, mais s'ils étaient rasés et peignés, ils se fondraient à peine dans la foule. Nous reconstruisons notre histoire à partir de bribes éparses, et chaque nouvelle découverte n'est pas qu'un vieil os, c'est un miroir dans lequel nous commençons enfin à nous reconnaître. Qui sait quel secret nous sera révélé demain? Imaginez découvrir le crâne d'un ancêtre portant des marques nettes de couteaux de pierre. À Erto, en Éthiopie, nos ancêtres découpaient méticuleusement les muscles du crâne de leurs proches. S'agissait-il d'un rituel sacré ou d'un festin macabre? Nous les appelons Idaltu, presque des sapiens, mais avec un relief d'une puissance effrayante. Cependant, l'Afrique n'était que le début d'une expérience mondiale. Un véritable thriller évolutionniste se déroule en Asie. En Inde, la clavicule d'un minuscule hominidé est découverte. Les mystérieux Denisoviens auraient-ils eu leur propre pygmée? Et au large de Taïwan, des pêcheurs ont remonté de leur filet une mâchoire massive, presque bestiale, au lieu de leur prise. Il s'agit de l'homme de Penghu, un témoin silencieux du fait que les principales voies de migration de nos ancêtres sont désormais enfouies sous les eaux. Mais la surprise la plus choquante attendait les scientifiques en Europe. Le site archéologique espagnol de Mala Balanica recèle un véritable entrepôt de pièces détachées, humaines, des milliers de fragments où des Heidelbergiens se sont péniblement transformés en néandertaliens. Mais voici le plus fascinant. Tandis que certains évoluaient, dans les montagnes reculées de Serbie, des fossiles vivants continuaient de prospérer. La mâchoire de Mala Balanica prouve que des hommes primitifs ont parcouru la Terre aux côtés d'espèces plus évoluées, vivant leur jour dans l'isolement. L'évolution n'a pas été un chemin linéaire vers le succès. Ce fut une lutte chaotique, où différentes versions de l'humanité se sont affrontées, ont rivalisé et se sont croisées. Nous avons l'habitude de nous croire uniques, mais en réalité, nous ne sommes que les survivants de ce massacre épique des espèces. Chaque nouveau fragment d'os n'est pas seulement un fossile, c'est un miroir. Et en le contemplant, nous commençons à comprendre « Notre solitude sur la planète est un accident de l'histoire. » Qui sait quelles autres ombres du passé attendent leur heure dans les entrailles de la Terre? Nous avons l'habitude de nous croire uniques, mais en réalité, nous ne sommes que les survivants de ce massacre d'espèces. Tandis que nos ancêtres reconquéraient les savanes, d'autres entamaient déjà la reconquista des forêts tropicales. Pourquoi ont-ils créé des haches de pierre gigantesques, à peine assez grandes pour tenir dans une main? C'est le premier mystère de notre liste. Pendant que l'Afrique se prélassait au soleil, les austères Heidelbergensis partaient à la conquête du Grand Nord. Ils furent les premiers à connaître le véritable hiver. En Yakoutie, on découvre des outils dont l'âge fait l'objet d'un véritable débat scientifique, des millions d'années ou seulement quelques milliers. Oubliez le mythe des hommes des cavernes, sauvages. À Terra Amata, nos ancêtres construisaient des huttes plus grandes que votre appartement, et des archéologues ont trouvé des crânes de loups à l'entrée de la grotte de Lazaret. Magie ancestrale ou simple déchet? Le plus intrigant, c'est que le feu est connu depuis longtemps, mais pendant près d'1 million d'années, il a été ignoré. Comment survivre au froid sans feu? La réponse, la viande. Les Heidelbergensis furent les premiers chasseurs d'éléphants et de rhinocéros produits en masse. Des lances d'une portée de 70 mètres, l'arme de destruction massive par excellence, furent découvertes en Allemagne. On a même retrouvé l'os du gaucher de Tourville, déformé par d'innombrables lancers. Mais ils n'étaient pas de simples bouchers. C'étaient des artistes. Pourquoi passer des heures à sculpter la symétrie parfaite d'une pierre, si elle ne sert à rien au combat?
Pourquoi sertir un magnifique fossile dans une hachette et transporter un corail rare sur 200 kilomètres? Ce fut le premier cri du cœur dans le vide. Nous ne sommes pas les premiers maîtres de cette planète. Nous sommes ceux qui subsistent lorsque les ombres du passé s'estompent dans l'oubli. Mais qui sait quand la Terre décidera de nous livrer ses derniers secrets? Imaginez, il y a 300 000 ans, quelqu'un trouve un morceau de corail sur la plage, inutile pour la chasse. Il ne saurait découper une carcasse de cerf. Pourtant, cette personne le ramasse, le polit soigneusement et le conserve. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est beau. À cet instant précis, dans le néant de l'Antiquité, naît non seulement un chasseur, mais aussi un esthète. On retrouve ce phénomène partout, des mystérieux prismes de quartz en Chine aux minuscules statuettes du Maroc, peut-être portées pendant des années enfilées sur un fil comme les premiers porte-bonheur au monde. Mais la beauté mène toujours à l'obscurité. Un véritable mystère se cache dans la grotte de Cima de los Huesos, en Espagne. Au fond d'un puits de 14 mètres gisaient des milliers d'ossements. Il ne s'agissait pas d'une habitation, mais de la première morgue de l'histoire de la planète. Parmi les corps, une hache unique en quartzite rouge vif, que les archéologues ont baptisée Excalibur, a été découverte. Était-ce la première offrande faite aux morts, ou sommes-nous face au site d'un massacre antique? Après tout, l'un des crânes présente 2 fractures nettes et mortelles. De toute évidence, quelqu'un ne voulait pas que cet homme survive. Et puis ils entrent en scène, les légendaires Néandertaliens. Oubliez les sauvages voûtés. C'étaient les Atlantes de leur époque, de véritables machines à survivre. Ils construisaient des radeaux et traversaient les mers pour atteindre la crête avant même que la navigation ne soit un concept. Les Néandertaliens étaient bâtis comme des chars d'assaut, un torse massif, des épaules plus larges que celles des athlètes modernes et des visages au nez proéminent qui les protégeaient du froid glacial. Leur cerveau était même plus gros que le nôtre et leurs enfants grandissaient vite. L'environnement hostile ne leur laissait pas le temps d'une longue enfance. Ils vivaient intensément, combattaient avec acharnement et nous ont laissé un mystère. Pourquoi ces maîtres de l'Europe ont-ils fini par sombrer dans l'oubli, ne nous laissant que leurs ossements et ces étranges et magnifiques pierres? Imaginez un athlète plus puissant que n'importe quel champion olympique moderne. Longtemps, on a considéré les Néandertaliens comme des créatures maladroites, aux jambes arquées, mais c'est une grave erreur. Leur squelette était si robuste de l'intérieur que n'importe quel soldat des forces spéciales les envierait. Savez-vous comment les anthropologues ont compris qu'ils n'avaient même pas l'apparence de chaises? Leurs os étaient littéralement déformés par l'habitude de rester accroupis pendant des heures. C'est ce qu'on appelle le complexe de l'accroupissement. Les articulations étaient reconstruites pour supporter des charges colossales, mais le plus effrayant, ce sont leurs mains. Les Néandertaliens avaient des paumes incroyablement larges et une poigne d'acier, capable de broyer des os. La génétique révèle une réalité encore plus surprenante. Beaucoup d'entre eux avaient la peau claire et les cheveux roux, presque comme les populations nordiques d'aujourd'hui. Mais s'ils étaient de si redoutables prédateurs, pourquoi ont-ils perdu? La réponse se trouve peut-être dans leur sang. Les scientifiques ont découvert que les Néandertaliens vivaient dans un état de fluctuation hormonale constante. L'excès d'hormones mâles transformait même les femmes en redoutables guerrières, dotées de voix graves et de muscles puissants. Cela les rendait invincibles au combat, mais portait un coup fatal à leur fertilité. Si les Néandertaliens ont survécu à des blessures atroces, on retrouve des squelettes avec des amputations cicatrisées et même des traces de cancer, nos ancêtres sapiens les ont tout simplement surpassés en nombre. Les Néandertaliens étaient des titans solitaires dont les corps ont été submergés par la force. Ils ne se sont pas simplement évanouis dans l'oubli. Ils se sont consumés dans les flammes de leur propre puissance, nous laissant un fragment de leur code génétique et d'innombrables questions gravées dans la pierre. Pourquoi les maîtres de l'Europe,
qui ont survécu là où les mammouths ont péri, ont-ils finalement cédé la place à nous? La réponse se trouve dans leurs ossements. Imaginez une vie où chaque jour se transforme en rodéo mortel. Les ossements des Néandertaliens témoignent littéralement d'une vie au péril de leur vie. Ils ne disposaient d'aucune arme de jet, seulement de lourdes lances et d'une force incroyable. Pour abattre un bison, ils devaient s'approcher au plus près et se jeter dans la mêlée avec la bête enragée. Le résultat? De multiples fractures du crâne et des membres, comme celles des cavaliers de rodéo professionnels. Mais le plus horrible reste les marques laissées par les leurs. Dans la grotte de Saint-Césaire, un crâne a été découvert littéralement fendu par une sorte de machette de pierre. Le coup était terrible, mais le malheureux a survécu. Il a été soigné pendant des mois. Qu'est-ce que cela révèle? Une cruauté extrême et une empathie tout aussi incroyable. Cependant, il y avait un côté sombre. Dans des grottes croates, des archéologues ont mis au jour un véritable cauchemar. Des centaines d'ossements humains brisés mêlés à des restes de cuisine. Était-ce un rituel macabre ou simplement la faim qui les a poussés à massacrer leurs congénères comme du gibier? On aperçoit des entailles à la mâchoire de l'enfant. Il était littéralement préparé pour être consommé. Ces titans étaient de véritables superprédateurs, leur régime alimentaire étant plus carnivore que celui d'un lion des cavernes. Ils traînaient même des carcasses de dauphins sur 50 km, simplement pour varier leur alimentation. Mais regardez leurs dents. Elles sont couvertes de stries dues au stress hydrique. La faim et la maladie les ont hantés dès leur naissance. Les Néandertaliens ne se contentèrent pas de survivre, ils luttaient contre la nature à chaque instant, tandis que ces Atlantes dépensaient toutes leurs ressources corporelles à combattre les mammouths et à soigner d'horribles blessures. Nous sommes apparus à l'horizon. Les sapiens n'étaient pas plus forts, mais plus nombreux. Et tandis que les Néandertaliens brûlaient sous le poids de leur propre puissance, nous avons simplement attendu notre heure. Leurs ossements témoignent d'une lutte acharnée, mais vouée à l'échec. Regardez de plus près leurs dents. On y trouve non seulement des traces de faim chronique, mais aussi des restes de bouillie. Eh oui, vous avez bien entendu. Des centaines de milliers d'années avant l'invention du premier pot en céramique, les Néandertaliens faisaient bouillir de l'orge. Comment s'y prenaient-ils sans ustensiles? Imaginez un sac en cuir ou un estomac de bison, de l'eau et des pierres chaudes jetées directement dedans. L'eau bouillait instantanément. Ce n'est pas un simple repas, c'est du pur génie de la survie à l'âge de pierre. Mais la véritable découverte est encore plus profonde. Des traces de camomille et d'Achillée millefeuille ont été retrouvées dans leur tartre. Ils ne se contentaient pas de se nourrir, ils pratiquaient l'automédication en choisissant des plantes amères aux vertus curatives. L'analyse de leurs excréments fossilisés a définitivement dissipé le mythe des purs carnivores. Un savoureux steak de bison était toujours accompagné d'une assiette de légumes soigneusement préparés. Croyez-vous qu'ils étaient des sauvages primitifs? Absolument pas. Les Néandertaliens étaient les premiers chimistes de la planète. Ils ont appris à synthétiser le goudron de bouleau, créant ainsi le premier matériau artificiel, permettant de coller durablement les pointes de lance. Et contrairement à l'image que l'on se fait de nu, la génétique des poux communs révèle une toute autre histoire. Ce sont les Néandertaliens qui, les premiers, ont revêtu des peaux pour échapper aux glaciers. Et nous avons plus tard simplement emprunté l'idée à leur égard, ainsi que leurs parasites si particuliers. Même le stress que vous ressentez dans un bureau surpeuplé est un héritage de leur époque. Les Néandertaliens vivaient en groupes soudés de 15 à 20 personnes. Notre cerveau est encore programmé pour fonctionner avec cette taille de groupe. Au-delà de 150 personnes, ils représentent pour nous une foule dangereuse et impersonnelle. Ils n'étaient pas une branche sans issue, c'étaient des ingénieurs, des médecins et des stratèges. Nous ne les avons pas seulement vaincus, nous avons assimilé leur expérience. Leurs restes ne sont pas réduits en poussière, ils sont le modèle de notre propre survie.
Nous n'avons survécu que parce qu'ils avaient déjà tracé la voie à travers la glace et le sang. Mais comment cette meute communiquait-elle à l'ombre des grands glaciers? Les voies ne se pétrifient pas, mais les eaux conservent leurs échos. Regardez la base du crâne. On y trouve une minuscule ouverture pour le nerf qui contrôle le langage. Chez les Néandertaliens, elle est presque identique à la nôtre. Et leur os hyoïde, la fragile clé d'une parole complexe, est pratiquement indiscernable d'une autre. Ils ne se contentaient pas de meugler, ils transmettaient du sens. Certes, leur phonétique était peut-être différente, mais lorsqu'un bison enragé vous charge, des voyelles supplémentaires sont superflues. Vous pensez qu'il s'agissait simplement de machines à survivre? Jetez un œil au masque de la Roche-Cotard, une pierre brute avec un fragment d'os à la place des yeux. Ce n'est pas un hasard, c'est la première tentative de percevoir le monde autrement. Et que dire du mystérieux culte de l'ours? Dans les profondeurs des grottes d'Europe, les archéologues découvrent les crânes de féroces prédateurs, scellés dans des boîtes de pierre. Ce ne sont pas de simples restes de nourriture, ce sont les premiers autels de l'histoire, ou, si vous préférez, le berceau de la religion. Mais la véritable révélation réside dans leur rapport à la mort. Les Néandertaliens furent les premiers à creuser des tombes. Ils inhumaient leurs proches en position fétale. Pourquoi? Simplement pour gagner de la place, ou croyaient-ils sincèrement à la Renaissance? Dans les grottes de Skule et de Kafzeh, nous avons découvert quelque chose d'encore plus troublant, des ossements hybrides, combinant des caractéristiques néandertaliennes et sapiens. Voilà le secret majeur, longtemps resté enfoui. Nous ne les avons pas simplement devancés dans la course à l'évolution. Nous nous sommes rencontrés et cette rencontre a tout changé. Les Néandertaliens n'ont pas disparu sans laisser de traces, ils se sont fondus en nous. Aujourd'hui, une partie de leur expérience, leur incroyable résilience et leur souffrance sont inscrites dans notre patrimoine génétique. Nous sommes eux sous une forme différente. Oubliez tout ce qu'on vous a appris à l'école sur l'impasse de l'évolution. Pendant des décennies, les anthropologues ont tenté de prouver que les Néandertaliens n'étaient qu'une anomalie de la nature, disparue sans laisser de traces. Mais les ossements des grottes de Skule et de Kafzeh témoignent du contraire. Nous y avons découvert non seulement des restes humains, mais un véritable scandale de l'évolution, des créatures qui défient toute classification. Elles ont le visage d'Homo sapiens, mais le corps d'Homo néandertalien. Ce ne sont pas de simples voisins, ce sont les fruits d'une union interdite entre deux espèces différentes. Longtemps, les généticiens ont insisté « il n'y a pas eu de métissage ». La théorie de l'Ève africaine semblait inébranlable, mais la science est capricieuse. Lorsque nous avons enfin décrypté l'ADN nucléaire, les fondements de cette théorie se sont littéralement effondrés. Il s'est avéré que chacun d'entre nous, à l'exception des peuples autochtones d'Afrique, possède jusqu'à 4% de sang néandertalien. Cela vous paraît peu? Croyez-moi, à l'échelle génétique, c'est un bouleversement majeur. Le plus choquant se cache dans les détails. Regardez le crâne de Saint-Césaire, c'est un hybride parfait, un croisement de première génération. Plus on se rapproche de la date de leur disparition, plus les Néandertaliens se rapprochent de l'homme moderne. Ils ne se sont pas éteints du jour au lendemain. Ils se sont intégrés à notre civilisation, nous léguant leur incroyable résistance et la structure de leur cerveau. Aujourd'hui, nous en sommes certains. La grande course des espèces ne s'est pas achevée par l'anéantissement, mais par la fusion. Les Néandertaliens n'ont pas perdu. Ils ont choisi une autre voie vers l'immortalité, celle de vos gènes. Vous êtes issus de cette évolution, après 40 000 ans de modifications génétiques. Et ce sang ancestral détermine encore aujourd'hui votre sommeil, votre perception de la douleur et votre capacité à survivre. Nous n'avons pas seulement gagné, nous ne faisons plus qu'un. Imaginez trouver un os qui ne devrait pas exister. En 1957, une mâchoire fut découverte dans la grotte italienne de Riparo Messina. Pendant 50 ans,
Elle prit la poussière sur une étagère, étiquetée simplement néandertalienne. Mais en 2013, une véritable sensation se produisit. Les généticiens confirmèrent l'ADN était bel et bien néandertalien. Mais le menton, il était nôtre. H. sapiens, un croisement impossible, l'enfant d'une mère néandertalienne et de notre ancêtre Cro-Magnon. C'est le moment précis de la fusion. Quand on parle de gènes néandertaliens, ne vous attendez pas à voir apparaître soudainement d'énormes arcades sourcilières. C'est le travail délicat de l'évolution au niveau moléculaire, le remplacement de quelques lettres seulement parmi des milliards de nucléotides. Mais ce sont ces infimes détails qui façonnent votre vie aujourd'hui. Où se sont-ils réfugiés pour la dernière fois? Officiellement, ils ont disparu il y a 40 000 ans, mais les indices laissent penser le contraire. Dans l'Oural septentrional, on a retrouvé leurs outils datant de 30 000 ans. En Crimée, peut-être même de 20 000 ans. Ils se sont retirés dans les lieux les plus sauvages et les plus beaux, le Caucase, les Pyrénées, les Balkans. Tandis que nous conquérions les plaines, ils vivaient leurs derniers jours aux confins du monde. Pourquoi ont-ils perdu? Non par stupidité. Ils ont été submergés par tout à la fois, des super-éruptions volcaniques qui ont empoisonné l'air de cendres et l'explosion démographique des HSI, nous ne les avons pas tant combattus que dissous en nous. Nous étions plus nombreux, nous nous sommes reproduits plus vite et finalement, les Néandertaliens ont simplement disparu, absorbés par notre espèce. Ils n'ont pas disparu, ils sont devenus une partie de nous. Et chaque fois que vous ressentez une douleur inhabituelle ou que vous vous réveillez en pleine nuit, sachez que c'est leur sang ancestral qui vous aide à survivre dans ce monde. Nous n'avons pas seulement gagné, nous ne faisons plus qu'un, mais les Néandertaliens n'étaient que le point de départ de cette fascinante enquête. Imaginez un monde où 5 ou 6 races humaines différentes auraient coexisté sur la planète. Tandis que nos ancêtres exploraient les savanes, de minuscules hobbits se cachaient sur l'île de Flores et les mystérieux Denisoviens rôdaient dans les grottes glacées de l'Altaï. Nous ignorions tout de ces derniers jusqu'à ce qu'un minuscule fragment d'os de doigt bouleverse nos connaissances de scientifiques. Il s'avère que les Denisoviens n'ont pas simplement disparu. Ils ont légué aux Tibétains modernes un gène unique, essentiel à la survie en haute altitude. Sans ce sang étranger, la vie au sommet du monde nous serait physiquement impossible. Il ne s'agit pas simplement de faits bruts, c'est le récit d'une profonde fascination. Depuis des décennies, les scientifiques débattent. Sommes-nous tous issus d'un seul et même foyer en Afrique ou avons-nous évolué en parallèle dans différentes parties du monde? Monocentrisme contre polycentrisme, une bataille d'idées qui se poursuit encore aujourd'hui. Mais la vérité s'est révélée bien plus captivante. Nous ne sommes pas une espèce pure. Nous sommes un mélange génétique complexe, assemblé à partir des fragments de civilisations disparues. Jetez un œil aux découvertes de la grotte de Chagirskaya. Elle renferme les restes de créatures qui ressemblent à de véritables hybrides. Elle possède la force des Néandertaliens, mais leurs traits faciaux rappellent déjà étrangement les nôtres. Était-elle le fruit d'un amour ancien interdit ou le résultat d'une domination brutale? Nous ignorons encore à quoi ressemblaient exactement les Denisoviens, mais on retrouve aujourd'hui leurs gènes jusque chez les Indiens d'Amérique du Sud. Comment sont-ils arrivés là? Ce fut la plus grande migration de l'histoire dont les routes ont été presque entièrement effacées par le temps. Oubliez ces photos scolaires qui présentent une ligne droite du singe à l'homme. Notre passé est un labyrinthe complexe de rencontres. Vous êtes un musée vivant d'espèces disparues. Chacun de nous porte en lui une part de ceux qui n'ont pas atteint leur but, mais qui ont su nous transmettre leurs plus grands dons. Nous n'avons pas vaincu en détruisant les autres, mais en devenant tous à la fois. Et cette mosaïque ancestrale qui réside en vous est le secret de notre triomphe. Si nous étions un musée ambulant, qui en seraient les principales pièces maîtresses? Voici l'Adam et Ève de la science.
Mais oubliez le jardin d'Éden biblique. Ces deux-là ne se sont jamais rencontrés et ont vécu à des époques complètement différentes. L'Ève génétique est une mère chanceuse dont la lignée maternelle n'a jamais été interrompue depuis des centaines de milliers d'années. Adam est un père tout aussi chanceux. Ils n'étaient pas les premiers êtres humains sur Terre. Ils étaient simplement ceux dont les gènes ont été les plus chanceux du monde. Parfois, ces gènes sont comme de sombres romans policiers. Prenez l'exemple des îles Canaries. L'ADN de leurs habitants est le récit d'une conquête brutale. Les Espagnols ont exterminé les hommes indigènes, mais ont pris leurs femmes pour épouses. De ce fait, les Canariens d'aujourd'hui possèdent des gènes paternels d'origine européenne et des gènes maternels des mystérieux Guanches. L'histoire est littéralement inscrite dans notre sang, même si elle est effacée des manuels scolaires. Il y a environ 80 000 ans, nos ancêtres ont entrepris le grand exode hors d'Afrique. Et croyez-moi, ils n'étaient pas des sauvages. Ils possédaient déjà des harpons en os, des flèches empoisonnées, sophistiquées, et même des bijoux en coquillage. Ils créaient des formes d'art et des technologies des dizaines de milliers d'années avant qu'elles ne se généralisent en Europe. C'étaient des peuples à l'esprit ouvert, prêts à conquérir le monde. Mais leur triomphe a failli tourner au désastre. Il y a 70 000 ans, le supervolcan Toba entrait en éruption à Sumatra. Ce fut une catastrophe planétaire. Un hiver volcanique s'abattit sur la Terre et les cendres étouffèrent des continents entiers. L'humanité connut une situation critique. Il ne restait plus que 2000 personnes sur toute la planète. Imaginez, notre avenir tout entier était en jeu, concentré dans quelques villages. Nous n'avons survécu que grâce à la force et à la résilience exceptionnelle des plus doués et des plus résilients. Et c'est leur sang qui coule aujourd'hui dans vos veines. Imaginez-vous vous réveiller et découvrir que le soleil a disparu. Et il n'y en aura pas pendant 6 ans. 6 années d'obscurité totale. Après l'explosion du Toba, la planète s'est transformée en un enfer de glace. Les températures ont chuté de 15 degrés et les cendres ont étouffé toute vie. Presque toute la population d'Asie du Sud a péri, tandis que les malheureux néandertaliens ont été littéralement engloutis par les glaciers en Europe. Une poignée de nos ancêtres ont survécu dans les rares refuges d'Afrique centrale. Mais pourquoi ne sommes-nous pas restés là, en sécurité? Les scientifiques ont découvert dans notre sang ce qui nous pousse à affronter le danger, le gène DRD4. Si vous en possédez 7 copies, vous êtes physiquement incapable de rester immobile. Une vie stable vous paraît alors morne et monotone. C'est ce gène du vagabond qui, il y a 50 000 ans, a contraint l'Homo sapiens à quitter l'Afrique pour explorer des territoires inconnus. Tandis que d'autres espèces humaines disparaissaient lentement, nos ancêtres, les véritables aventuriers de l'âge de pierre, ont bravé les déserts et traversé les détroits sur des radeaux rudimentaires. Et c'est là que commence l'enquête. Un crâne vieux de 55 000 ans a été découvert dans la grotte de Mano, en Israël. Et vous savez quoi? On dirait que cet homme pourrait porter une casquette et se fondre dans la masse aujourd'hui. Il s'agit de notre premier sapiens, un grand pionnier. Mais était-il l'ancêtre chanceux dont nous descendons tous, ou n'est-il que l'ombre d'une des centaines de tentatives infructueuses de l'humanité pour conquérir le monde? Une véritable bataille scientifique fait rage pour le titre d'ancêtre le plus ancien, et chaque nouveau fragment d'os pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre histoire. Êtes-vous prête à découvrir qui est vraiment votre sang? Imaginez que la science ne soit pas reléguée à des étagères poussiéreuses, mais un véritable thriller où chaque fragment de mâchoire pourrait bien anéantir les manuels scolaires. Longtemps, nous avons cru que nos ancêtres flânaient sur des plages ensoleillées, craignant de quitter l'océan. Mais une découverte dans la grotte de Tampaling, au Laos, a fait voler en éclats ce mythe. Cet individu, vieux de 63 000 ans, explorait déjà jungles et montagnes escarpées. Il a prouvé que l'Homo sapiens était un aventurier téméraire, prêt à s'aventurer au cœur des continents sans y être invité.
Au Liban, une véritable enquête digne d'Indiana Jones s'est déroulée. Les squelettes d'Egbert et d'Ethel Rouda ont disparu pendant des décennies dans les sous-sols de musées, tels le Triangle des Bermudes. Lorsqu'ils ont finalement été retrouvés et réexaminés, une question terrifiante a surgi. Ces premiers habitants du Liban étaient-ils en réalité des Néandertaliens, ayant simplement copié avec brio notre technologie? La question de leur véritable identité reste posée, et c'est toute la chronologie du peuplement de l'Europe qui est en jeu. Mais c'est en Sibérie que nous avons fait une véritable découverte génétique. L'homme d'Oustichim, qui a reposé dans le sol d'Omsk pendant 45 000 ans, est devenu notre principal indice. Son ADN est une véritable machine à remonter le temps. C'est lui qui a révélé le plus grand secret de famille. Nos ancêtres ont eu une liaison avec les Néandertaliens il y a environ 55 000 ans. Ressentez-vous, vous aussi, ces 2% de sang sauvage qui coulent dans vos veines? Tandis que l'Angleterre et l'Italie s'affrontent pour le titre de premier Européen, se livrant à une lutte acharnée, Tianyang, en Chine, règle un autre différend. Il y a 40 000 ans, il était déjà le père génétique de tous les futurs Asiatiques et Amérindiens. Notre histoire n'est pas une marche monotone, mais une succession de sauts périlleux vers l'inconnu. Nous sommes des survivants d'un jeu mondial où l'humanité entière était en jeu. À votre avis, qu'est-ce qui nous a permis d'éviter de disparaître comme des centaines d'autres? Imaginez, il y a 40 000 ans, l'homme de Tianyang vivait en Chine. Il est la clé génétique de l'avenir de toute l'Asie, mais son ADN recèle une mystérieuse trace de Denisoviens. Pourquoi possèdent-ils plus de leur sang que nous, mais moins que les Océaniens modernes? Il ne s'agit pas de simples statistiques, c'est la preuve d'une ancienne alliance entre espèces qui a redéfini notre code évolutif. Mais le véritable choc attendait les scientifiques près de Voronej, à Markina Gora. Là, un squelette a été découvert qui a littéralement stupéfié les anthropologues. Imaginez, au cœur de la Russie, sous la neige, gît un papou typique. Un nez large, des mâchoires proéminentes, le portrait craché d'un Mélanésien. Comment est-il arrivé là? S'est-il simplement perdu en venant d'Afrique? L'intrigue est encore plus troublante. L'enterrement lui-même ressemble à une scène de film d'horreur. Le défunt était ligoté si étroitement que ses genoux touchaient sa poitrine, après que ses tendons eurent été sectionnés. Les anciens craignaient que les morts ne se relèvent et l'ont littéralement neutralisé avant l'inhumation. La génétique a porté le coup de grâce à ces théories. Ce papou de Voronej s'est révélé être un homme de paix. Son génome renferme un mélange hétéroclite de gènes issus des générations futures d'Européens, d'Asiatiques et d'Amérindiens. Il est la preuve vivante qu'il y a 30 000 ans, nous n'étions pas encore divisés en races distinctes, mais formions un seul et même creuset de gènes en pleine effervescence. Parallèlement, l'humanité accomplit son plus grand pas en avant, la colonisation de l'Australie. Oubliez les mythes sur 80 000 ans d'isolement. La réalité est bien plus dramatique. Il y a environ 45 000 ans, les premiers courageux ont traversé des ponts terrestres bientôt engloutis à jamais par l'océan. Nous sommes les enfants de ceux qui ont tout risqué dans cette lutte mondiale pour la survie. Et si je vous disais que derrière ces découvertes se cache un secret que la science officielle a ignoré pendant des décennies? Êtes-vous prêt à découvrir qui fut réellement le premier à fouler le sol de ce continent perdu? Oubliez les manuels scolaires. Depuis des décennies, la science officielle ignore une vérité dérangeante. Les premiers Australiens n'étaient pas tous identiques. Imaginez la scène, des êtres graciles, presque frêles, débarquant sur une rive, tandis que sur l'autre, de véritables atlantes, aux mâchoires massives et aux sourcils proéminents. D'où vient cette différence saisissante? Les anthropologues débattent depuis longtemps de 3 vagues de migration, incluant de mystérieux pygmées et des guerriers semblables aux Ainus. Mais la réalité est bien plus surprenante. Les aborigènes portent en eux un fantôme génétique, l'ADN des Denisoviens, une espèce humaine éteinte. C'est cette trace
qui a transformé leurs crânes en les plus massifs de la planète, battant tous les records de l'évolution. Et ne croyez pas au mythe d'un isolement total. Les anciens Australiens n'étaient pas sédentaires. Ils construisaient des bateaux à voile, commerçaient avec les îles voisines et repoussaient sans pitié les intrus. Mais le principal mystère demeure la disparition de ces géants. Lorsque nos ancêtres ont foulé le sol australien, c'était un monde peuplé de monstres, des wombats de la taille de voitures, des lions marsupiaux et des varans de 5 mètres. Où sont-ils tous passés? Officiellement, c'est à cause du climat et de la chaleur. Mais regardez les dates. Dès qu'un homme armé d'une lance et de feu apparaît à l'horizon, la mégafaune disparaît à jamais. Nos ancêtres ont-ils simplement dévoré tous les monstres australiens, ne laissant même pas leurs os? On a tendance à les imaginer figés dans le temps, mais leur corps et leur cerveau ont évolué plus vite que ceux de n'importe qui d'autre sur Terre. C'était un laboratoire de survie planétaire, où les humains ont réécrit les lois de la nature pour servir leurs propres intérêts. Nous sommes les héritiers de ceux qui ont osé défier le monde des géants. Mais êtes-vous prêts à découvrir le prix qu'ils ont payé pour régner sur ce continent? Et ce n'est que le début. Alors, qui a vraiment tué les géants? Des scientifiques danois ont décidé de trancher ce débat. Ils ont analysé le sort de 200 espèces animales à travers le monde et le verdict concernant l'espèce humaine est sans appel. Coupable. On a l'habitude d'incriminer le climat, mais les statistiques sont têtues. En Afrique, les animaux ont évolué à nos côtés pendant des millions d'années et ont appris à fuir à temps. Mais lorsque nos ancêtres ont envahi les Amériques et l'Australie, ce fut un véritable génocide. Imaginez un paresseux géant d'une tonne n'ayant jamais vu de bipède armé d'une lance. Pour lui, nous n'étions pas une menace, juste une curiosité, mais pour nous, c'était une montagne de viande gratuite, et c'est là que ça devient étrange. Officiellement, les humains sont arrivés en Amérique il y a 13 000 ans, mais les découvertes en Uruguay sont stupéfiantes. Un véritable atelier de boucherie y a été mis au jour, contenant les ossements d'animaux préhistoriques vieux de 30 000 ans. Les côtes portent de profondes entailles, précisément là où la chair est la plus savoureuse. Se pourrait-il que nos ancêtres y organisaient de grands barbecues il y a 2 fois plus longtemps que ce que les manuels scolaires affirment? Les preuves sont partout. Dans les eaux troubles de Floride, des plongeurs ont découvert non seulement des défenses de mastodontes, mais aussi des spores fongiques microscopiques. Ces champignons ne se développent que sur les excréments de ces géants. Dès que les spores disparaissent des couches terrestres, les mastodontes s'évaporent. Ce fut l'apogée d'un festin sanglant qui dura 2000 ans. Mais la découverte la plus terrifiante attendait les scientifiques dans une grotte inondée du Mexique, le squelette d'une jeune fille de 15 ans. Son ADN la relie aux Amérindiens, mais son visage ne ressemble à celui d'aucune tribu moderne. Qui étaient réellement ces premiers colons et quelles autres vérités se cachent au fond des océans? Vous comprendrez tout maintenant. Si l'ADN révèle une origine indienne, mais qu'un visage évoque une autre culture, alors il y a là une part d'inconnu. Pendant des décennies, la science a été induite en erreur. On jette parfois un crâne moderne dans une mine par plaisanterie, où l'on confond les empreintes de travailleurs avec celles de géants préhistoriques. Mais laissons de côté ces mystifications. Le véritable drame s'est déroulé il y a 15 000 ans. Imaginez 2 calottes glaciaires de plusieurs kilomètres de haut bloquaient la route vers l'Amérique, telles une immense muraille. Les premiers pionniers ont soit percé les 3 couloirs mortels entre les glaciers, soit navigué sur des embarcations de fortune le long des côtes, où seuls des ours enragés les attendaient. Mais ceux qui ont survécu ont découvert un paradis incroyable. Imaginez un monde où les animaux n'avaient jamais vu d'humains. Des plaines infinies, grouillant de mastodontes, de paresseux géants et de chameaux. Un festin sans concurrence. Les humains ont conquis 2 continents si rapidement que les archéologues s'interrogent encore sur la manière
dont ils ont pu être partout à la fois. Mais voici le véritable élément qui change tout. En Sibérie, sur le site de Malta, les restes d'un garçon ayant vécu il y a 24 000 ans ont été découverts. Son ADN a fait sensation dans le monde entier. Il s'est avéré être un pont génétique entre l'Europe et l'Amérique. Cela signifie que les premiers colons n'étaient pas de simples immigrants venus d'Asie. Ils formaient une population fantôme, une fusion unique de gènes qui a disparu partout sauf dans le Nouveau Monde. Aujourd'hui encore, le peuple énigmatique Ket vit dans la taïga reculée. Leurs traits et leur sang conservent ce lien ancestral avec les Amérindiens. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Il est simplement tombé dessus par hasard. La véritable histoire des premiers colons ne s'écrit pas dans les manuels scolaires, mais dans nos cellules. Et croyez-moi, les fonds marins nous obligeront encore et toujours à réécrire tout ce que nous pensions savoir sur nos origines. Imaginez, il y a 25 000 ans, la Sibérie n'était pas qu'un désert glacé, mais un véritable creuset de gènes. Cette même population presque fantomatique ne se contentait pas d'errer dans les steppes, elle façonnait notre avenir. Mais pourquoi n'ont-ils pas fui vers la Chine fertile et chaude? La réponse est simple et implacable. Le Sud était trop peuplé et dangereux. Les étrangers n'y étaient pas les bienvenus. Les anciens Sibériens ont choisi une voie vers l'inconnu, à travers la brumeuse Béringie. Ces portes glacées promettaient non pas la mort, mais l'abondance, d'immenses troupeaux de mammouths et de bisons dans de vastes étendues vierges de toute présence humaine. La génétique est tenace. Un garçon du site sibérien de Malte et un enfant de la culture Clovis, dans le lointain Montana, sont séparés par un gouffre de 10 000 ans, et pourtant leur ADN est identique à un tiers. Un seul sang, un seul fil reliant deux continents. Mais c'est là que le plus grand mystère commence. Dans des grottes en France, des archéologues découvrent des mâchoires d'enfants aux traits néandertaliens, portant des traces de couteaux de pierre. De quoi s'agit-il? D'un festin sanglant des premiers sapiens ou d'un rituel macabre? Nous ignorons encore si nous étions les élèves assidus des néandertaliens ou leurs bourreaux impitoyables. Nos ancêtres étaient bien plus brillants que nous ne l'imaginons. Il y a 26 000 ans, ils cuisaient des céramiques et tissaient les étoffes les plus fines. Puis, ils les ont tout simplement oubliées pendant des éons. Les technologies ont prospéré, puis se sont éteintes, comme des feux dans la nuit. Christophe Colomb a achevé sa quête alors que l'histoire était déjà écrite. Aujourd'hui, nous contemplons les fonds marins et comprenons, là, sous l'eau, reposent les véritables traces de ceux qui ont conquis ce monde. Notre passé n'est pas résumé dans des paragraphes de manuels scolaires, mais inscrit dans nos cellules. Et croyez-moi, les fonds marins nous obligeront sans cesse à réécrire tout ce que nous pensions savoir sur nos origines. Imaginez un bébé issu d'une tribu ayant vécu il y a 50 000 ans, transporté dans une métropole moderne. Il deviendrait sans problème pilote, neurochirurgien ou informaticien. Pourquoi? Parce que notre organisme n'a pas évolué depuis des millénaires. Ceux que les manuels scolaires qualifient de sauvages avaient le même cerveau que vous et moi. Les Cro-Magnons n'étaient pas primitifs. Ils étaient comme nous, simplement sans Wikipédia à portée de main. En 1879, la petite Maria pénètre dans la grotte d'Altamira et s'écrie « Papa, les taureaux !» Son père est stupéfait. Figé au plafond, des chefs-d'œuvre que les contemporains qualifieraient de faux, d'une perfection excessive, s'offrent à la vue. Mais regardez de plus près, ces bisons ont 5 pattes. Une erreur d'artiste? Non, il s'agit là des premiers films. À la lueur vacillante d'une lampe à suif, les ombres dansent sur les parois et les animaux prennent littéralement vie en se mettant à courir. Les chasseurs de l'Antiquité créaient déjà des animations en 3 dimensions des dizaines de milliers d'années avant l'avènement d'Hollywood. Et que dire des mystérieuses Vénus paléolithiques? Ces figurines aux formes exagérées sont bien plus que de simples représentations érotiques antiques. Dans cet enfer glaciaire impitoyable, la graisse était la seule ressource vitale
et une garantie de survie pour la descendance. C'était un code biologique inscrit dans la pierre. Leur technologie est elle aussi étonnante. Les lanceurs de javelots avaient transformé la main humaine en une puissante catapulte, capable d'atteindre une cible à 200 mètres de distance. Nous avons l'habitude de croire que le progrès est une ligne droite ascendante, mais l'histoire est un cycle. Les technologies ont émergé et se sont éteintes dans l'obscurité des siècles, comme des feux dans la nuit. Nous ne sommes pas plus intelligents que nos ancêtres. Nous puisons simplement dans leurs intuitions oubliées. Notre passé n'est pas une suite monotone de dates, mais un fichier archivé dans nos cellules. Et croyez-moi, les profondeurs océaniques et l'obscurité des grottes nous obligeront à l'admettre sans cesse. Nous n'apprenons pas à être civilisés. Nous nous souvenons simplement de ce que nous avons toujours su faire. Imaginez qu'il y a 30 000 ans, la mode était aussi importante que la survie. À Sungir, on trouve des gens dont les vêtements sont brodés de milliers de perles d'os et dont les poignets sont ornés de bracelets en défense de mammouths. Mais pourquoi cet artisan antique portait-il une dent humaine percée autour du cou pendant des années? Ce n'est pas qu'un simple bijou, c'est un symbole compris seulement des initiés. À cette époque, le silence des grottes était soudainement rompu par des sons, des flûtes en os d'oiseaux et des oudelki, pipes émettant un hurlement surnaturel, transformaient l'obscurité en une chambre rituelle. À Mézine, en Ukraine, des archéologues ont découvert un véritable orchestre d'ossements de mammouths portant des traces de rythme. Croyez-vous que c'était pour se divertir? Non, c'était un moyen de communiquer avec les dieux. Les événements les plus terrifiants se déroulaient dans les profondeurs de la grotte de Montespan. Des adolescents rampaient sur 1,5 km dans l'obscurité la plus totale pour finalement découvrir une effigie d'ours en argile transpercée de lances. C'était l'initiation, le moment où l'enfant mourait et où l'homme naissait. Nous perpétuons encore ce rituel dans l'armée, en prison et même lors des soutenances de thèse. Les rituels ont changé de forme, mais leur essence, l'absurdité des actes et la rigidité des règles demeurent inchangées. Nous avons domestiqué le loup, transformant le prédateur en allié, et appris à cultiver des céréales lorsque le gibier s'est raréfié. Notre civilisation tout entière est une course sans fin, d'une crise des matières premières à l'autre. Les chasseurs ont d'abord consommé le cerf, puis se sont tournés vers les céréales. Ils ont brûlé les forêts et extrait le charbon. Aujourd'hui, nous contemplons avec envie la Lune et l'Antarctique. Mais notre biologie s'est-elle arrêtée? Non. Nos mâchoires rétrécissent, nos visages se transforment et l'arrière de notre crâne s'arrondit. L'évolution ne s'est pas arrêtée. Elle attend simplement son heure. Et la question essentielle n'est pas d'où nous venons, mais qui nous deviendrons demain, de nouveaux titans ou une simple poussière oubliée dans l'histoire de la planète. Croyez-vous que l'évolution se résume à des images ennuyeuses dans un manuel scolaire? Détrompez-vous. Elle se déroule sous vos yeux en ce moment même. Nous ne sommes pas la fin de l'histoire. Nous sommes une ébauche que la nature réécrit en temps réel. Observez les habitants de l'Arctique. Leur métabolisme est une véritable centrale nucléaire, brûlant les graisses là où le citadin moyen aurait péri depuis longtemps. Ou encore, regardez le Moyen-Orient, où des millénaires de viticulture ont transformé le foie des populations locales en un filtre parfait pour les toxines. Nous manipulons littéralement notre propre biologie, habituant notre corps à boire du lait à l'âge adulte ou à digérer des quantités astronomiques d'amidon. Mais toute médaille a son revers. Regardez-vous dans le miroir. Vos dents de sagesse sont superflues, la nature a déjà commencé à les éliminer. Notre visage s'affine, nos mâchoires s'affaiblissent et l'arrière de notre crâne s'arrondit. Mais le plus inquiétant se passe à l'intérieur du crâne. Au cours des 25 000 dernières années, notre cerveau n'a pas grossi, il a rétréci. Nous perdons 3 grammes de matière grise par millénaire. C'est un lourd tribut pour la civilisation. Nous n'avons plus besoin de mémoriser des milliers de chemins et les habitudes des prédateurs.
l'intelligence collective et les smartphones s'en chargent. Si nous nous réfugions entièrement dans le confort numérique, nos corps deviendront de fragiles appendices reliés à nos écrans. Nous deviendrons comme les Héloïs de H.G. Wells, des créatures élégantes mais totalement impuissantes. Aujourd'hui, la planète ne connaît plus de frontières. Nous sommes devenus un immense creuset. Mais la sélection naturelle ne s'est pas arrêtée. Elle a simplement changé les règles du jeu. C'est ce processus d'adaptation au monde artificiel qui déterminera si nous restons humains ou si nous nous transformons en autre chose. Nous sommes le chaînon manquant entre un passé sauvage et un avenir terrifiant. Réussirons-nous à devenir des titans de l'esprit avant que notre biologie ne fasse de nous des consommateurs édentés? L'issue de ce scénario s'écrit sous nos yeux. Nous ne sommes qu'un modèle frénétiquement retravaillé par la nature en ce moment même. Prenez votre appendice. Autrefois, il bravait les végétaux grossiers, mais aujourd'hui, il est devenu un système immunitaire secret. Cependant, si nous continuons à consommer des aliments mous et fermentés, il pourrait finir par muter en une simple glande hormonale. Nous sommes littéralement en train de nous reconstruire de l'intérieur, et ce processus est inexorable. Notre squelette peine à suivre le rythme du progrès. Au cours du siècle et demi écoulé, l'humanité a grandi de près de 20 cm. Nous devenons des géants aux longues jambes, mais cette croissance s'accompagne d'une simplification. La colonne vertébrale se raccourcit, la cage thoracique se rétrécit et les côtes supplémentaires disparaissent tout simplement. Certains d'entre vous sont nés sans une 12e paire de côtes, et il ne s'agit pas d'une pathologie, mais d'une évolution. Si vous vous reconnaissez dans cette description, félicitations, vous avez déjà un pied dans le futur. En parlant de jambes, nos pieds se transforment lentement mais sûrement en sabots. Les orteils raccourcissent, fusionnent, et le petit orteil n'est plus qu'un vestige informe. L'évolution est impitoyable, si un organe n'est pas indispensable à la survie, il disparaît. Et avec le développement des transports, nous risquons de devenir des êtres qui n'ont plus besoin de jambes. Et nos mains? Nous perdons la capacité d'écrire, confiant nos pensées aux assistants vocaux. C'est une voie dangereuse. La diminution de la motricité fine conduit inévitablement à la dégradation cérébrale. Nous deviendrons soit des titans de l'esprit, soit de simples pingouins numériques. Deux destins radicalement différents nous attendent. Soit nous colonisons Mars, où la faible gravité et les radiations nous transformeront en créatures pâles aux membres décharnés et à la carapace cornée. Soit nous deviendrons nous-mêmes créateurs grâce à la génétique. Bébés sur mesure, dents permanentes et corps parfait ne relèvent plus de la science-fiction, mais sont une question qui se posera dans les siècles à venir. Notre biologie résistera-t-elle à une telle pression? N'oublions pas, l'évolution ne s'arrête qu'avec la disparition d'une espèce. Nous sommes ce chaînon manquant et la fin de notre histoire s'écrit dans nos cellules en ce moment même. L'avenir est encore à venir. Imaginez que, dans quelques siècles, vos descendants sur Mars contemplent vos photographies comme s'il s'agissait de créatures étranges et primitives. La faible gravité étirera leurs membres, les radiations recouvriront leur corps d'une carapace cornée protectrice et leur peau deviendra d'une pâleur mortelle. Mais ne les plaignez pas trop vite, peut-être deviendront-ils les créateurs de leur propre chair. Bébés génétiquement modifiés, dents éternelles et corps invulnérables ne sont pas de simples fantasmes, mais la réalité des siècles à venir. Nous avons l'habitude de nous considérer comme le summum de la création, mais en réalité, nous ne sommes qu'une ébauche, et la preuve en est dissimulée dans des milliers de pages de rapports scientifiques. Derrière chaque nom aride de la littérature scientifique, Berger, Brunet, Carbonel, se cache une sensation qui oblige les scientifiques à réécrire leur manuel tous les 10 ans. Dans les grottes profondes d'Afrique du Sud, on découvre Homo naledi, une créature qui bouleverse notre compréhension du cerveau et du comportement. Au Kenya,
on découvre des empreintes de pas vieilles d'1,5 million d'années qui semblent avoir été laissées par votre voisin. On trouve des ossements de néandertaliens portant des traces de blessures atroces et l'on réalise, ils ont survécu dans des conditions qui nous anéantiraient. Les recherches de Svante Pääbo et Jean-Jacques Hublin ont prouvé que nous sommes un mélange génétique complexe d'espèces survivantes et disparues. L'évolution ne demande pas la permission, elle se produit tout simplement. En ce moment même où vous écoutez ces mots, de nouvelles lignes de code s'écrivent dans vos cellules. Nous sommes ce chaînon manquant, un pont fragile entre le passé sauvage et l'avenir technologique. Si vous pensez que l'histoire de l'humanité est déjà terminée, vous vous trompez lourdement. Chaque fois que notre espèce a frôlé l'extinction, nous avons changé au point d'être méconnaissables. Que nous réserve l'avenir lorsque nous prendrons notre évolution en main et commencerons à nous modifier nous-mêmes? Êtes-vous prêt à ce que le mot « humain » prenne bientôt un tout autre sens? Notre biologie n'est pas une cellule, c'est une rampe de lancement. Et la véritable fin de notre histoire s'écrit dans vos cellules, en ce moment même. Que nous réserve l'avenir? Croyez-vous que ces listes interminables d'articles scientifiques ne soient que d'ennuyeuses bibliographies? Détrompez-vous. Sous vos yeux se trouvent les protocoles secrets de notre passé et les plans d'ingénierie de notre avenir. Chaque ligne ici est une énigme vieille de 7 millions d'années. Nous avons l'habitude de nous considérer comme le summum de la création, mais jetez un œil à ces rapports du Kenya et de la Géorgie. Là, dans des couches de terre vieilles de près de 2 millions d'années, reposent les vestiges de ceux qui furent les premiers à s'aventurer hors d'Afrique. Il ne s'agissait pas de simples primates, c'étaient les premiers expérimentateurs audacieux qui commencèrent à consommer de la viande et à transformer la pierre ordinaire en une extension de leurs mains. Mais les révélations les plus choquantes ne se cachent pas dans les roches, mais dans nos gènes. Avez-vous entendu parler de la découverte sensationnelle en Roumanie? Des scientifiques ont découvert un homme dont l'arrière-grand-père était un néandertalien de pure race. Nous n'avons pas seulement supplanté d'autres espèces, nous les avons littéralement absorbées, transformant leur force en la nôtre. Cette liste recèle des preuves que l'éruption du supervolcan Toba a failli nous anéantir, ne laissant qu'une poignée de survivants. Nous sommes passés par le chat d'une aiguille de l'évolution pour devenir ce que nous sommes. Considérons ces données: maladies anciennes, étrange triple sépulture à Dolny Vestonis, première tentative de domestication du loup. Nos ancêtres n'ont pas seulement survécu, ils ont pris soin des personnes handicapées et ont cherché un sens au chaos de la nature. À présent, réfléchissons. Si les gènes dénisoviens ont permis aux Tibétains modernes de respirer à des altitudes où d'autres suffoquent, de quoi sommes-nous capables lorsque nous manipulons nous-mêmes notre patrimoine génétique? Ces centaines d'études ne sont qu'un prélude, pas une fin en soi. Nous sommes la seule espèce sur Terre à avoir appris à décrypter notre propre code génétique. Si l'évolution nous a jadis guidés aveuglément à travers les famines et les glaciers, nous reprenons désormais les rênes. Ce que les scientifiques découvrent aujourd'hui dans les grottes constituera le socle de notre évolution biologique de demain. Nous ne sommes plus ce que nous étions hier et bientôt, le mot « humain » sonnera comme le nom d'une nouvelle superpuissance. Êtes-vous prêt à réécrire votre biologie? Car après tout, la véritable histoire ne fait que commencer. Et ce n'est que le début. Imaginez que chaque article scientifique, chaque rapport aride de nature ou de science ne soit pas qu'un simple texte, mais un fragment d'une carte secrète de notre avenir. Pendant des décennies, nous avons étudié les ossements des grottes de Dmanisi et débattu de la démarche d'Ardipithecus, tentant de déterminer le moment précis où l'évolution nous a rendus humains. Mais voici la clé. Durant tout ce temps, nous n'avons pas seulement cherché nos ancêtres, mais aussi les clés de notre propre prison, la prison des limitations biologiques. Réfléchissez-y. Ce que l'on considérait autrefois comme la fin de l'histoire,
La disparition des Néandertaliens ou des énigmatiques Denisoviens, par exemple, s'est révélée n'être qu'un prologue. Aujourd'hui, des généticiens, en décodant d'anciens génomes provenant de grottes sibériennes et de sites au Tchad, découvrent des fragments dormants dans notre code génétique. C'est notre héritage, notre logiciel, qui a patienté pendant des centaines de milliers d'années. Nous avons découvert qu'en nous subsistent encore les caractéristiques de créatures qui ont triomphé des ères glaciaires et survécu là où l'homme moderne, choyé, ne tiendrait pas une journée. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est notre réserve cachée. Et maintenant, le vrai plaisir commence. Nous sommes la première génération à ne pas nous contenter d'admirer ces découvertes dans les vitrines des musées. Nous les utilisons comme modèle pour une avancée biologique majeure. Les études sur la structure de la main d'Homo habilis ou sur l'appareil phonatoire des Néandertaliens se transforment désormais en instruction. En comprenant comment la nature, par tâtonnement, nous a créés, nous apprenons enfin à corriger ces imperfections. En ce moment même où vous écoutez ces lignes, quelque part dans un laboratoire, un scientifique analyse les isotopes des dents d'Australopithèque, non par simple curiosité, mais pour explorer les limites de l'endurance humaine. Nous sommes à l'aube de la transformation la plus audacieuse de l'histoire de l'univers. Nous n'attendons plus la clémence de la nature ni les mutations aléatoires. Nous utilisons les mêmes outils que nos ancêtres employaient pour sculpter les roches des gorges d'Olduvai et les transformons en scalpels génétiques d'une précision extrême. Très bientôt, le mot « humain » deviendra véritablement le nom d'une nouvelle superpuissance. Nous sommes le pont entre un passé sauvage et l'immortalité technologique. Êtes-vous prêts à franchir le pas? Car la véritable histoire de l'humanité, celle où nous choisissons notre propre voie, commence maintenant. Et ce n'est que le début. Réfléchissez-y un instant. Chaque fissure du crâne d'Olduvai-Gorge n'est pas qu'une simple découverte archéologique, c'est la preuve de notre survie. Nous avons l'habitude d'imaginer nos ancêtres comme de paisibles chasseurs-cueilleurs, mais les rapports scientifiques de Sala et d'Arsuaga dressent un tableau bien plus sombre, des traces d'une violence brutale datant de centaines de milliers d'années. Nous étions des guerriers, des chasseurs, et comme le suggèrent les découvertes de Bodo et de la grotte de Hulu, nous avons parfois eu recours à des mesures extrêmes pour survivre jusqu'à l'aube. Mais pourquoi est-il important de le savoir maintenant, à l'aube de l'immortalité technologique? La réponse est simple. Les mêmes mains qui ont façonné les premières lances en bois au monde à Schöningen manient aujourd'hui avec assurance les outils de modification du génome. Nous avons parcouru un long chemin, des mutations aléatoires à la conception délibérée de l'avenir. Pendant des millénaires, notre espèce a vacillé au bord du précipice, assistant à la disparition de la mégafaune glaciaire et à l'effacement des Néandertaliens. Mais voici le véritable secret que recèlent nos cellules. Elles n'ont pas disparu sans laisser de traces. Leur ADN est une bibliothèque vivante de lutte, s'étendant des grottes du mont Denisova, au rivage de la Crète. Jadis, nous considérions la mâchoire de l'homme de Heidelberg ou le bassin d'Éthiopie comme de vieilles pièces de musée, mais nous les voyons désormais comme notre propre plan. Nous avons cessé d'être victimes de la sélection naturelle aveugle et sommes devenus ses principaux architectes. Il y a 49 000 ans, dans la grotte de Sibudu, nous avons mélangé de l'ocre à du lait pour laisser la première trace de l'histoire. Aujourd'hui, nous réécrivons le code même de cette histoire. La transition d'un passé sauvage à une ère de superpuissance n'est pas une théorie de science-fiction, c'est la réalité à laquelle nous nous sommes éveillés aujourd'hui. Nous sommes le pont enfin achevé qui mène aux étoiles, la véritable histoire de l'humanité, où notre apparence, notre intelligence et notre longévité même sont une question de volonté et non de hasard biologique, commence maintenant. Nous venons d'appuyer sur le bouton de départ du plus grand jeu de l'univers. Et croyez-moi, ce n'est pas fini.